Salut les bouseux, aujourd'hui on se retrouve pour un œil du bouseux un peu spécial, ça sera pas avec de l'analyse rhétorique et du contre-argumentaire comme d'habitude, car l'émission qu'on va voir aujourd'hui ne contient pas vraiment d'arguments, en effet on parlera de Julien Rochdy. Plus précisément, nous n'allons pas répondre à un argumentaire, mais à une suite de 10 pensées que les hommes doivent connaître, en tout cas d'après Julien Rochdy, le gourou viriliste ancien des jeunesses lepénistes. Il a fondé l'école Major, une école payante, pour apprendre aux hommes à être de vrais hommes, parce que visiblement, être un homme, ça s'apprend, ce qui prouve que ce n'est pas très naturel. Toutefois, avant de commencer, on va faire un petit point sémantique et idéologique sur le virilisme. C'est à ne pas confondre avec le masculinisme qu'on a pu voir avec un exemple dans l'œil du bouseux numéro 3 et plus précisément dans LBM 74, même si parfois les arguments se confondent et se partagent vu qu'ils sont tous les deux des réactions au féminisme. Pour autant, ils ne réagissent pas de la même manière. Les mascus, en gros, vont défendre les droits des hommes, avec différentes approches, mais en général, ils vont se prétendre pour l'égalité, pour plus de justice, etc. Les virilistes, par contre, non, ils ne veulent pas vraiment la justice, c'est pas des tarlouses. Les virilistes sont à fond différentialistes. Il y a les femmes, ou plutôt la femme qui est comme ceci, il y a l'homme qui est comme cela. Ce ne sont pas des inégalités injustes, c'est normal, c'est naturel, ça a toujours été comme ça, et c'est une bonne chose. Il faut que les femmes soient belles et douces, ou plutôt que la femme soit belle et douce, que l'homme soit fort et combatif, bref, ils vont défendre les stéréotypes de genre, les rôles sexuels de la société traditionnelle bourgeoise du 19e siècle, parce que quand tu veux que les femmes soient belles et douces, c'est qu'elles ne vont pas travailler au champ ou à l'usine, comme les sales pauvres. Le virilisme, ça peut même virer fasciste ou nazi, selon les cas, les fascistes et les nazis étant à fond dans le culte de la virilité. Les statues nazies avec des mecs à moitié à poil et bien musclés, les références à une antiquité fantasmée avec toujours des mecs à poil, pas des gonzesses à poil, parce qu'ils aiment pas mettre en valeur des femmes comme les islamistes. C'est peut-être un peu trop gros comme appeau à con, là. Bref, Soral, par exemple, c'est un viriliste, Papacito, pareil, le Raptor dissident, pareil, même si le Raptor dissident, dans son cas, vu que c'est un opportuniste sans aucun amour-propre, il va utiliser des arguments masculinistes, ouin, les hommes aussi ont des problèmes dans la société. Mais ça, normalement, c'est pas un argument de viriliste, c'est un argument de masculiniste, même si, bon, face aux féministes, ces deux groupes sont prêts à se serrer les coudes. Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont cherché à devenir des hommes. Bon, ça s'est arrêté il y a peu, mais en tout cas, pendant des siècles, ça a été comme ça. Ils ont cherché à développer tout ce qui appartenait à leur corps, à leur culture, à leur caractère surtout, et puis leur cœur, leur rapport aux femmes, leur rapport à l'amour. Ouais, alors l'amour des femmes pour Julien Rochdy est compatible avec le fait de se réjouir qu'une femme qui n'a pas ses idées politiques se fasse violer et tuer. Notons en plus que c'est de l'intox, mais ça ne change rien à son intention. Et puis toutes ces pensées, toutes ces philosophies dites masculines ou dites viriles étaient en fait des philosophies du succès, c'est-à-dire qu'en fait elles permettaient, en les suivant, en les appliquant, en les assimilant, elles permettaient de réussir individuellement et de faire réussir également toute sa communauté. Alors c'est peut-être pour ça que la société a plutôt tendance actuellement à les passer sous silence, voire même à détester ce type de pensée. La société qui chercherait à étouffer des philosophies du succès. Ah bon. Nous vivons dans une société qui n'aime pas la réussite. J'ai pas remarqué, moi. Si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Enfin bref, outre les discours politiques libéraux qui mettent en exergue la réussite matérielle, et dénoncés par celles et ceux qui se rendent compte que c'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde, vous avez qu'à allumer la télé, une pub sur deux consiste à vendre un produit en faisant miroiter que ce produit vous fera réussir dans la vie, ou même que l'achat de ce produit représente la réussite, que le produit incarne la réussite. C'est ce que Julien Rochdy est en train de faire, c'est de la publicité. Il a un produit à vous vendre, il prétend que ce produit va vous faire réussir dans la vie, donc achetez ce produit. Ça pourrait être un déodorant ou une bagnole, il y aurait aucune différence. C'est juste que là, le produit, c'est du développement personnel. Ça pourrait être du yoga ou n'importe quoi d'autre, mais là, c'est des cours pour apprendre à être un homme. Alors évidemment, comme ce n'est pas juste une marchandise qu'il a à vendre, un produit ou même un service, vu que c'est un discours politique, ce n'est pas simplement de la publicité, c'est aussi de la propagande. En outre, dans cette vidéo, il se place dans une posture de minorité rebelle face à la société qui déteste la réussite et réprime le succès. Bon, ça aussi, c'est un truc de marketing. On le retrouve dans la publicité moderne depuis les débuts de la société de consommation. C'est le produit qui te fait sortir du lot. Les publicitaires te vendent une identité contenue dans un produit. J'ai une certaine personnalité ou une certaine identité sociale parce que j'achète telle ou telle marque. On a aussi une association entre le masculin, la virilité et le succès. C'est le premier essentialisme, le succès est masculin.
donc la défaite est féminine, je suppose. C'est pratique pour nier le sexisme, les rapports de domination, ça permet de naturaliser les rapports sociaux, que si les hommes dominent dans la société, c'est parce que ce sont des hommes. C'est dans leur nature, hein, ce n'est pas politique, ce n'est pas un choix de société, c'est naturel. C'est fondamentalement réactionnaire, et assumé comme tel, vu qu'il fait référence à un passé où c'était mieux avant, pendant des siècles, et maintenant c'est devenu n'importe quoi. Il pourrait parler de féminisation de la société comme Zemmour et de décadence morale, que ça ne m'étonnerait pas, c'est tout à fait dans la logique. Mais pour Major aujourd'hui, nous allons voir 10 pensées philosophiques qui permettent de se forger en tant qu'homme, d'améliorer grandement ce que nous sommes, et nous attaquons tout de suite. L'homme est un loup pour l'homme. Plaute, puis Thomas Hobbes. Un homme sait et sent que la vie c'est la guerre. Il ne se berce pas de naïveté d'enfants ou de sensibles qui souhaitent de tout leur petit cœur fragile que l'existence ne comporte ni tension, ni violence, ni conflit. Eh ben, c'est avec ce genre de mentalité qu'on fait des guerres mondiales. De toute façon, il peut parler, il a même pas fait son service militaire. Il a mon âge, donc non, hein, c'était plus obligatoire à l'époque. Moi, ils me font marrer les mecs comme ça, hein. Bah, vas-y, va faire la guerre. Il y en a plein dans le monde, t'as que l'embarras du choix. Prends-toi des bombardements dans la gueule et apprends à aimer ça. C'est facile, hein, d'être un guerrier de canapé. C'est facile de dire qu'il faut aimer la guerre dans un pays qui n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis 75 ans. Je mets de côté les guerres coloniales, hein. L'enfant, là, c'est plutôt lui, hein. L'enfant gâté, le petit occidental qui s'est jamais fait bombarder, qui a derrière lui tout un système pour rendre justice s'il se fait ne serait-ce qu'insulter. Mais va dire ça aux gens qui vivent dans un pays en guerre ou qui ont échappé la vie c'est la guerre, mes grosses couilles, fragiles. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tensions, des violences et des conflits. La vie étant une guerre de tous les jours, le tout est d'y être préparé, d'apprendre à l'accepter et de l'aimer comme cela. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des conflits. Eh ben supprimons les hommes alors. Ou en tout cas cette conception de l'homme, hein. Après tout, vu que les conflits, la violence, les guerres, ouais, et donc la délinquance, la criminalité, c'est à cause des hommes. Sauf que ça, il le normalise. Moi je voudrais bien savoir comment il fait pour rendre cohérent cet appel à accepter la violence comme étant normal, et la lutte contre, par exemple, la délinquance ou le terrorisme. Il faut pas lutter contre la délinquance, vu que ne pas vouloir de violence, de conflit, c'est un truc de fragile. Ou alors, peut-être qu'il me répondra que justement, faut accepter la violence pour y être préparé. Mais dans ce cas, pourquoi répondre à la violence? C'est bien pour qu'elle cesse. Donc ça n'a pas de sens. Alors évidemment, la seule façon de justifier un tant soit peu logiquement cette position, c'est de justifier les rapports de force. C'est de dire à ceux qui en prennent plein la gueule que c'est normal qu'ils en prennent plein la gueule. Et de montrer ceux qui en foutent plein la gueule aux autres que c'est normal qu'ils en foutent plein la gueule aux autres. C'est eux qui ont gagné, hein, c'est eux qui sont les plus forts, c'est eux qui dominent. C'est donc une morale de la soumission et non pas de la liberté. Votre prochain, et plus encore votre lointain, n'est pas votre ami. Il peut le devenir, mais il y aura autant de chances, sinon plus, qu'il soit potentiellement votre ennemi. Dans le doute, il vaut mieux se préparer à avoir en lui un ennemi, car celui-ci pourrait vous détruire si vous n'y prenez pas garde. Si finalement ce prochain est amical avec vous, alors tant mieux, ce sera une bonne surprise. Attendez-vous toujours aux mauvaises surprises, pour être capable d'en avoir régulièrement de bonnes. Qui veut la paix prépare la guerre. N'oubliez pas que le loup qu'est l'homme est presque toujours à la poursuite de son intérêt et qu'il vous dévorera s'il sent que vous ressemblez plus à un agneau qu'à un autre loup. Vous pouvez pleurer, vous pouvez trouver cela injuste, mais c'est ainsi que marche l'humanité et la nature depuis des millénaires. Et Depuis des millénaires. ce ne sont pas vos bons sentiments qui changeront cela. Eh ben ça a toujours été comme ça, là ça sera toujours comme ça, hein, espèce de fragile. Putain, mais la philosophie en PLS, là. Hein. Bon, bah, à nouveau, là, on a une naturalisation des rapports sociaux, un appel à la nature où il fait un amalgame, une confusion entre l'humanité et la nature. Comme si l'humanité en avait quelque chose à foutre de la nature, alors que justement, ce qui caractérise l'humanité, c'est de s'émanciper de la condition animale. C'est de lutter contre la nature, et pas de s'y soumettre avec une morale d'esclave. Il y a qu'à remplacer le conflit par la maladie. Les maladies ont toujours existé. Elles sont naturelles. Hein, il y en a toujours eu, et on peut supposer qu'il y en aura toujours. Mais c'est pas une raison pour accepter d'être malade et considérer que la maladie fait de toi un homme. En plus, ce qu'il nous présente, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est sûr que si tu fais rien pour changer, ça va pas changer. C'est sûr que si tu dis aux gens de considérer les autres comme des ennemis potentiels, alors ils vont avoir du mal à s'entendre. C'est sûr que ça va générer du conflit, mais c'est pas parce que c'est normal. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que c'est ton action politique qui a engendré ceci. Pourquoi on devrait l'écouter d'ailleurs? Parce que si je l'écoute, hein,
Alors, Julien Rochdy est plus sûrement mon ennemi que mon ami. C'est lui qui le dit, hein. Donc, je devrais partir du principe que là, il cherche à me niquer. Il cherche plus sûrement à me niquer la gueule que favoriser ma réussite, comme il le prétend. C'est lui qui le dit. Il me fait penser aux conspires là, qui expliquent aux gens qu'ils se font manipuler tout en les manipulant. C'est marrant, hein, ces gens qui donnent des conseils de méfiance aux autres pour leur bien, mais qui ne cherchent jamais à s'inclure dans cette méfiance. Et sinon, son truc là, qui veut la paix prépare la guerre. Ça a été un facteur déclencheur de la Première Guerre mondiale. Je déconne pas, hein. Estonie a fait le point là-dessus, je vous mets un lien dans la description. Moi, je vous fais la version courte. En gros, les nations européennes se sont militarisées pour éviter la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Sauf que voir l'autre se militariser, bah ça fout les jetons. Alors, on se militarise pour se protéger. Et l'autre fait pareil, forcément. Jusqu'au moment où il y a trop de tensions, et paf, ça fait une guerre mondiale. On a eu la même situation avec la guerre froide, hein, la dissuasion nucléaire entre les blocs américains et soviétiques. Ça reposait là-dessus. Hein. Heureusement, on a évité la guerre nucléaire, mais c'est pas passé loin. Et en tout cas, pendant 40 ans, tout le monde a flippé sa mère de se prendre des bombes nucléaires sur la gueule. Encore une fois, c'est avec ce genre de mentalité qu'on envoie des ouvriers et des paysans se foutre sur la gueule avec les ouvriers et les paysans du camp d'en face. Pour qu'ensuite il y ait un couillon sur YouTube avec du développement personnel à vendre qui vienne te dire que en fait la guerre c'est trop cool, alors qu'il est dans une société qui fait en sorte que personne ne puisse lui tirer dessus. C'est comme Paladin que nous nous montrions philosophes, le comte de Ségur. Si la vie est la guerre, alors la meilleure façon de philosopher est d'être soi-même un guerrier. Un homme qui se bat tous les jours pour défendre et promouvoir ce qu'il est un philosophe, dans le sens où, ce faisant, il ne fait que respecter les lois de la nature et de l'existence. La philosophie, elle est plus en PLS, là, elle est en réanimation. La philosophie, c'est de respecter les lois de la nature. Ah, c'est... Ok. Pas de la philosophie, ça, c'est de la morale. En les respectant, il comprend l'univers et vit en harmonie avec celui-ci. Se battre pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour ses idées et pour ses valeurs est à la fois une preuve de vie et une preuve de sagesse. Ah, réussir à associer la guerre et l'harmonie. C'est pas mal osé, quand même. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense harmonie, je pense pas le conflit. Le conflit, c'est le chaos et l'instabilité. Hein, c'est pas harmonieux. Les apathiques, les relativistes et les masochistes sont des malades de l'existence. Ils ne veulent pas se battre car ils n'en sont pas capables et parce qu'ils ne veulent pas disparaître. Ah bah il y a un lapsus là, il a mal lu son texte. Ce sont des suicidaires qui souffrent d'un grand déficit de vie ou d'une grande perversion de celle-ci. La plus belle des figures humaines est celle du guerrier qui affronte l'existence sans se plaindre et qui remporte de grandes victoires sur la difficulté et l'adversité. Bon, alors déjà, les lois de la nature, ça n'existe pas. La nature n'a pas de loi. Parce que si tu enfreins les lois de la nature, elle va pas te punir. La nature, elle va pas te coller une amende ou t'envoyer en prison. Si tu ne respectes pas des lois de la nature, ce sont des humains qui vont te réprimer. Donc, quand il parle de loi de la nature et de l'existence, en réalité, il parle de loi morale à lui. Des lois morales de soumission, d'ailleurs. C'est tout le paradoxe de son discours, hein, car il prétend faire des appels à lutter, mais en imposant que le conflit est la loi. Donc, il fait un appel à la soumission au conflit. Il n'y a rien de plus soumis qu'un soldat. D'ailleurs, vous remarquerez l'imagerie, le loup, le guerrier grec, et les croisés. Les croisés qui sont des djihadistes chrétiens. Hein. La croisade, c'est la guerre sainte. Le djihad armé, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Le même discours tenu par un musulman, le mec il se prend une descente de flics dans la seconde. Et puis il te parle de défendre sa communauté. Mais comment tu formes une communauté, comment tu maintiens une communauté avec une mentalité pareille? En vantant l'intérêt personnel, le conflit, et que les autres sont plus sûrement des ennemis que des amis. C'est pas une communauté, ça c'est un panier de crabes. C'est une communauté qui ne sera soudée que grâce au conflit avec d'autres communautés, que grâce à un ennemi contre lequel s'unir. Il devient alors nécessaire d'avoir un ennemi, quitte à l'inventer ou à le provoquer. Pour finir sur ce passage, il traite ceux qui ne sont pas de son avis, notamment de masochistes et de suicidaires. Alors que bon, il nous dit qu'il faut aimer la violence, donc la souffrance, hein, et ne pas se plaindre, et même aimer ça. Mais c'est les autres les masochistes? Bah non, c'est lui le masochiste là, hein, et le suicidaire. Bah oui, parce que la guerre c'est quand même un peu la mort, hein, il me semble. Les soldats sont suicidaires. Alors ils sont pas suicidaires au sens où ils veulent mourir, mais ils sont prêts à mourir. Pour ceux qui ont le choix, évidemment, je parle pas des conscrits. Accepter et normaliser le conflit, la violence, c'est ça, être suicidaire. Pas vouloir l'éviter.
Si t'es pour le conflit, il y a forcément un jour tu vas te retrouver avec plus fort que toi, ou plus rusé, ou plus fourbe, ou plus malhonnête. Donc c'est se condamner à perdre, à moins d'être naïf. Hein, c'est de la naïveté de croire qu'avec ce genre de mentalité, voilà, c'est une philosophie du succès. Mais non, c'est une philosophie de la défaite. Encore une fois, ce type-là, il pourrait former des martyrs, hein, des terroristes. Bah oui, il dit aux gens qu'il faut être prêt à la guerre pour être vraiment en vie, pour respecter les lois de l'existence, hein, donc des lois divines finalement, hein, et être un homme. C'est de la propagande pour envoyer des gens se tuer au nom de sa cause ou tuer d'autres gens. Je dois demander à Dieu non un poids moins lourd à porter, mais des épaules plus larges. Saint Augustin. La plus grande différence entre un homme et une flaque, c'est la façon dont les deux réagissent en cas de coup dur, d'injustice et de malheur. La flaque, le lâche, le faible, le menteur, le raté, la tarentule, lorsqu'ils sont malheureux, vont incriminer le monde. S'ils souffrent, c'est forcément de la faute des autres. S'ils peinent, c'est de la faute de la société. Il nous disait quoi déjà dans l'intro, hein, que ces grandes leçons de vie sont réprimées par la société, non? Alors c'est peut-être pour ça que la société a plutôt tendance actuellement à les passer sous silence, voire même à détester ce type de pensée. Donc peut-être, au lieu d'accuser la société de détester ces merveilleuses leçons de vie, en vrai mec, Rochdy pourrait se dire que ces leçons de vie, en fait, c'est de la merde, hein, qu'elles sont pas adaptées au monde. Ah bah non, là ça marche pas. Ils diront « Le monde est trop mauvais pour moi ». Plutôt que d'affronter la vie telle qu'elle est, ils s'indigneront contre celle-ci et lui jetteront l'opprobre. L'homme, lui, tournera son indignation envers lui-même. Il dira plutôt « Je suis trop mauvais pour le monde ». S'il souffre, c'est parce qu'il n'est pas assez fort. S'il échoue, c'est parce qu'il ne s'est pas assez préparé. Face à la difficulté de la vie, il cherche à devenir plus puissant pour l'affronter et réussir. Avant de vouloir changer la société ou le monde, il cherche d'abord à se changer lui-même. Bon, bah on est en plein dans le développement personnel là. Hein. Change-toi toi-même avant de vouloir changer le monde. On retrouve ça chez les libéraux, évidemment, hein, qui vont te dire que si t'as pas de travail, c'est que t'as pas fait d'efforts. Mais aussi chez les bouddhistes. Hein. Les bouddhistes, ils aiment bien ça. Il y a par exemple le moine bouddhiste français là qui fait souvent ce genre de pseudo-philosophie là. Où il s'appelle Mathieu Pastis. Mais aussi des chrétiens, aide-toi et le ciel t'aidera. Ou encore les écolos adeptes de la consommation qui veulent changer la société en passant par la responsabilisation individuelle, ou plutôt la culpabilisation individuelle. Ou plus généralement n'importe quel type qui a des cours de développement personnel à te vendre en prétendant que si t'as des problèmes, c'est de ta faute. Mais heureusement, il est là pour les résoudre si tu achètes ses cours. On est dans une morale individualiste de culpabilisation, une morale qui justifie l'erreur fondamentale d'attribution, qui consiste à privilégier les causes internes et invisibiliser les causes externes. Parce que si tu envisages les causes externes, bah t'es une petite merde. Voilà. La science. Là encore, c'est pas du tout, mais alors pas du tout rejeté par la société, ça. Ils cherchent à nous faire croire que cette morale de culpabilisation individuelle, cette morale qui nous dit que le problème, c'est pas la société, serait détestée par la société. Bah bien sûr que non, c'est de la propagande d'entrepreneur là. Là, Macron, il écoute, il est en train de se palucher. La liberté dans l'homme est la santé de l'âme. Corneille. Un homme est toujours à la recherche de sa liberté. Le mec, il te sort une morale de soumission, ne change pas la société, c'est la loi de la nature, c'est comme ça et puis c'est tout. Et après, l'homme cherche sa liberté. Bah non, c'est contradictoire en fait. Il n'accepte d'être asservi ni dans la communauté, ni dans son travail, ni dans sa famille, ni nulle part ailleurs. Lorsqu'il se met au service d'un homme, d'une femme ou d'une institution, c'est exclusivement de manière consentie et dans les limites qu'il s'est lui-même fixées. Ouais, les limites qu'il s'est lui-même fixées, sauf pour les lois de la nature et de l'existence, là c'est pas toi qui décides. Là t'as pas de... Non, t'as aucune liberté là-dessus. Là c'est ferme ta gueule. Là t'es esclave de la nature et de l'existence, ou en tout cas des lois de la nature et de l'existence que monsieur Julien Rochdy a décidé que c'était ça, les lois de la nature, parce que y a la nature qui lui a soufflé dans l'oreille, c'est ça mes lois, mes 10 commandements. Et pourquoi l'homme privilégiera tendanciellement les grands espaces à la ville, l'entreprise au salariat, la moto à la voiture? La moto à la voiture. Ok, d'accord. Son public cible, c'est le beauf avec une moto et un t-shirt avec un loup qui hurle à la lune. J'ai rien contre les motards, si ça vous plaît de mourir décapité par une barrière, c'est votre droit, mais enfin là c'est ridicule. La femme partenaire à la femme castratrice, les aventures à la prudence, la défense de la propriété privée au socialisme, la souveraineté à la vassalité, le droit à l'autodéfense aux tribunaux, etc.
Eh ben, c'est un joli programme, hein. Donc, un vrai mec, c'est un entrepreneur avec un flingue et une moto, une femme qui ferme sa gueule et qu'il va tromper de temps en temps pour sa liberté, et avec un t-shirt avec un loup qui hurle à la lune, parce que l'homme est un loup pour l'homme, car le vrai mec est un philosophe. L'homme choisit les influences extérieures qui agissent sur lui en fonction de son intérêt. Tout ça juste pour dire à un mec qui pense qu'à sa gueule. Non mais pourquoi pas, moi à la rigueur ça me dérange pas là, hein. Mais il faut arrêter de faire passer ça pour une grande leçon de vie et de masculinité. Là, il nous dit juste qu'il faut éviter ce qui va à l'encontre de tes intérêts. Sans blague. Merci Socrate. C'est le même niveau qu'une leçon de vie, un panneau Facebook à la con qui dirait oh, évite les gens qui te font du mal. Wow. Wow. Et il est tout à fait prêt à l'intolérance la plus absolue contre ce qui le démoralise, qui nie ce qu'il est et contrevient à ses intérêts. Donc, si je considère que ce qu'il me sort, ça contrevient à mes intérêts, ça lui posera pas de problème que je fasse preuve envers lui de l'intolérance la plus absolue. L'homme fuit ou combat tout ce qui fait de lui un esclave d'un système, d'une femme, d'un travail ou d'un étranger. Oui, sauf les lois de la nature, hein, et ses leçons de morale à la con, hein. Alors c'est très libertarien là pour le coup. Les libertariens sont des espèces de libéraux radicaux, hein, mais dans la pratique, ils sont surtout proches des fascistes, parce qu'ils sont pour la liberté, sauf pour matraquer des grévistes ou des manifestants et défendre les grands patrons, parce que le socialisme est une menace, hein, pour la liberté des riches. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein, c'est une confusion entre la liberté et l'individualisme. Même chose sont le penser et l'être. Plotin. Un homme met ses pensées en adéquation avec son être et vice-versa. Il ne demande pas aux autres ce qu'il est incapable de demander à lui-même. Eh ben, ça doit être pratique, ça. Donc, si t'es incapable de faire du pain, demande pas à ton boulanger d'en faire. Non, je charrie un peu, hein, j'espère que c'est pas ça qu'il veut dire. Je suppose que ce qu'il veut dire, c'est par exemple, ne demande pas aux autres d'être honnêtes, par exemple, si toi-même t'es pas honnête. Mais dans ce cas-là, oui, d'accord, mais ça veut dire que son public cible, là, il a 8 ans. La leçon de vie applique d'abord tes leçons à toi-même, ça vole pas haut niveau philosophie. Et aussi, on peut se demander si, justement, cette leçon, il l'applique à lui-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile de justifier la violence et la guerre dans un pays où c'est interdit d'être violent. T'as qu'à aller en Syrie, tiens. Ah bah non, il y est déjà allé pour faire un selfie avec le dictateur génocidaire local. En plus, c'est quoi le rapport avec la virilité, la masculinité, là, hein? Ou plutôt dans ce cas-là, si c'est ça le masculin, alors c'est quoi le féminin? Parce que le féminin, c'est l'opposé du masculin dans notre imaginaire. Homme fort, femme douce, homme renfermé, femme ouverte, homme individualiste, femme sociable, etc. Si on reprend les trucs qu'il nous a dit sur ce qu'est un homme, et qu'on inverse, on obtient alors que les femmes aiment être dépendantes, soumises, qu'elles demandent aux autres ce dont elles sont incapables, que les femmes préfèrent le socialisme, les tribunaux et la voiture, etc. Il est dans sa vie, dans son physique, dans ses aptitudes et dans ses habitudes, la somme de ses idées. La forme n'est pour lui que l'expression du fond. Depuis les Grecs, cette pensée est traduite dans la fameuse Vulgate, un esprit sain dans un corps sain, qui signifie qu'on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. Penser sainement, c'est aussi vivre sainement. Nietzsche, puis plus tard l'anthropopsychologie, iront jusqu'à interpréter les idées des êtres humains uniquement en fonction de leur physique ou de leur vie. On a le physique de ses idées, disent certains. Bah moi je trouve que Julien Rochdy, il a l'air con. C'est pas une injure, hein. C'est pas une attaque personnelle. C'est de l'anthropopsychologie. C'est du Nietzsche, hein. C'est quasiment de la science. Non mais est-ce que ça peut être con, ça, le physique de ses idées. Moi j'en peux plus de tous ces abrutis là qui se croient malins à poser dans les commentaires, le physique de ses idées, comme des moutons là entre eux, et ceux qui disent le gauchisme est une maladie mentale, qui répètent aussi comme des PNJ, après ils vont se prendre pour des rebelles qui pensent par eux-mêmes, avec une pensée profonde, alors que tout ce qu'ils font c'est de pas être foutus, de faire la différence entre le fond et la forme, alors qu'ils ont des têtes de cul. Bon, sinon, l'anthropopsychologie, là, c'est des conneries, hein. C'est une pseudo-science du 18e, 19e siècle, qui cherchait à trouver des corrélations entre, par exemple, les traits du visage et la personnalité ou l'intelligence. Ça a contribué à la formation des théories raciales, comme en parle la chaîne L'Histoire vous le dira, dans sa vidéo sur l'histoire du racisme. Lien, description, tout ça. Ensuite, Nietzsche, on s'en bat les couilles. C'est un philosophe de la morale, hein, il a absolument aucune qualification ni pertinence pour parler de psychologie ou d'anthropologie. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a fait des progrès pour expliquer le monde, les gens, la société. Et ça me fait pareil parce que, putain, mais ils ont pas grand chose, hein, comme référence intellectuelle à l'extrême droite, hein. Il y a toujours Nietzsche qui ressort à un moment ou à un autre.
Parce que forcément, les personnages historiques qui partagent leurs idées politiques, ils se sont tous retrouvés à un moment ou à un autre à soutenir le fascisme ou le nazisme. Alors forcément, ça la fout mal. Nietzsche, heureusement, il est mort avant sa récupération par les nazis, donc il peut à nouveau être récupéré par d'autres fascistes. C'est tout l'intérêt des textes cryptiques, on en fait ce qu'on veut, comme le Coran. Et les Grecs, ils avaient tort, c'est pas parce que c'est vieux que c'est vrai. Les Grecs et les Romains faisaient des liens que l'on sait aujourd'hui absurdes entre le corps et l'esprit. Ils considéraient par exemple que si t'as une grosse bite, eh ben t'es con. Parce qu'un pénis imposant était associé dans leur imaginaire à la bestialité et à la barbarie. Et donc le petit pénis était associé à la civilisation, l'esprit et l'intelligence. Donc Julien Rochdy est très intelligent. Il y a Manon Brille de la chaîne C'est une autre histoire qui en parle, je vous mets un lien dans la description. Là, ce qu'on a, c'est une justification de l'effet de halo. L'effet de halo est un biais cognitif, c'est quand on associe une caractéristique positive à une autre caractéristique positive sans qu'il y ait de lien entre les deux, et inversement pour des caractéristiques négatives. Le coup classique, c'est il est beau, il doit être intelligent. Elle est belle, elle doit être gentille, ce genre de truc. Les gens petits sont fourbes, les gros ils sont bêtes. Bon, vous voyez le genre, évidemment c'est de la connerie. Vous devriez l'attacher, colonel. Tais-toi, Lothar. Toi. Vous vous connaissez, je crois. Bijou, 117. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Par la justification de cet effet de halo, il incite notamment à se soumettre aux symboles d'autorité ou de domination. Pour être physiquement bien portant, il faut pouvoir se le permettre. Plus t'es pauvre et moins t'auras tendance à être en bonne santé, à être bien habillé et donc à présenter correctement. Sans que ça n'ait aucun rapport avec ta personnalité ou ton intelligence ou tes idées, etc. Ce qui implique qu'on aura tendance, et c'est une erreur, à changer de comportement selon en quelque sorte l'uniforme social, et pour ça je vous invite à voir la vidéo L'habit fait le moine d'Horizon Gull, qui décrypte les codes vestimentaires dans notre culture et notre façon de nous comporter vis-à-vis de ces symboles. C'est de la psychologie et de la vraie, pas une connerie du XVIIIe siècle. Bref, ça, c'est le produit d'un endoctrinement social que Julien Rochdy justifie. Donc à nouveau, il nous incite à la soumission. De plus, ça favorise la manipulation par l'image. Il est bien habillé, il a une grosse bagnole, c'est qu'il a réussi dans la vie, grâce à son talent. Oui, le physique de ses idées. La forme et l'expression du fond, sauf que évidemment, c'est du flanc, comme avec cet exemple. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, ce type, il a très bien compris que si tu présentes bien, des gens vont croire que c'est vrai par la force de l'image, de l'apparence. Alors évidemment, dans son cas, c'est tellement mal fait que ça marche pas, enfin j'espère. Tout le monde se fout de sa gueule, mais il existe des arnaques comme ça, bâties sur le même modèle, un type qui va avoir l'air d'avoir réussi, donc il incite les gens à se dire « Ah bah il a réussi ». Sauf que, évidemment, le raisonnement, il est faux, mais ce raisonnement faux, Rochdy le justifie. Rochdy nous dit que c'est un bon raisonnement, car le fond et la forme, c'est la même chose pour lui. Là, il ne fait que pousser les gens à être cons et irrationnels, parce que ça l'arrange, parce que comme ça, les gens vont le croire, lui. Il y a un truc comme ça dans la Bible, c'est un truc du genre « heureux celui qui croit sans preuve ». Pratique. Quand t'as une religion à faire passer, tu dis « ouais, non mais la bonne façon de raisonner, c'est de croire sans preuve ». Penser et être étant la même chose, c'est aussi un impératif donné à l'homme, celui d'assumer ses idées dans sa vie de tous les jours. On ne peut pas vouloir la guerre et ne pas se préparer à celle-ci personnellement. On ne peut pas tenir quotidiennement un discours moral humaniste et se comporter comme un égoïste au jour le jour. On ne peut pas tenir des propos qu'on ne sera pas capable d'assumer dans la vie réelle. Donc là, il nous dit littéralement qu'il se prépare à la guerre. S'il est cohérent. Ce n'est pas dans mes intérêts, donc je peux faire preuve de l'intolérance la plus absolue en informant la police d'une potentielle dérive terroriste. Bon, alors moi je suis d'accord que si t'as des idées, c'est mieux de les assumer, sans blague, on savait pas. C'est brillant, enfin si t'as 8 ans, mais c'est quoi le rapport avec le masculin? Ça veut dire que le féminin, c'est de ne pas assumer ses idées? Et en plus sinon, ça implique quoi d'autre, son truc là? Un homme handicapé par exemple.
À cause d'une maladie, malformation ou accident, il peut pas trop se permettre d'être pour le conflit, hein, d'accepter la violence et de s'y préparer. Hein. Donc un handicapé ne peut pas être un homme selon les critères de Julien Rochdy. Et Stephen Hawking, il a le physique de ses idées ou pas? Alors, et puis c'est bien mignon, en fait, de se dire, ouais, je suis pour la guerre, je me prépare à la guerre, mais tu l'as pas vécu, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est facile, en fait, de dire, il faut se préparer, mais tu te prépares à un truc que t'as pas vécu. Tu sais pas de quoi tu parles, en fait. T'assumes pas, hein, t'assumes pas tes idées, en fait. La vie est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui ressentent. Walpole. Un homme privilégie la pensée au sentiment. Non pas que les sentiments soient toujours mauvais et qu'il faille se garder d'en éprouver, mais ils se révèlent être souvent trompeurs et rendent parfois impuissants. Les stoïciens considéraient que les sentiments étaient menteurs car ils nous empêchaient de comprendre le réel et que, ce faisant, ils nous asservissaient à lui, alors que l'homme se doit de dominer le réel. Ce ne sont pas les sentiments qui ont fait passer l'homme du stade des cavernes au développement que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les pensées, parfois froides, souvent dures, mais justes et rationnelles. Oui, et justement, on n'est pas sorti des cavernes en se disant que l'humanité a toujours vécu dans des cavernes et que c'est comme ça parce que les lois de la nature et de l'existence. Quand on en appelle à des lois de la nature, on a perdu le droit de se vouloir rationnel. Parce que jusqu'ici, on a eu la justification de l'effet de halo, la justification de l'erreur fondamentale d'attribution, la négation de la guillotine de Hume, ce qui est n'est pas ce qui doit être. Hein, lui pense l'inverse, hein, ce qui est ce qui doit être. On a eu l'appel à la nature. Et après, il fait genre de défendre la démarche rationnelle alors qu'il fait des leçons de morale justifiant des biais cognitifs et erreurs de raisonnement. C'est ironique, hein, parce que ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait, alors que c'était la leçon de morale qu'il défendait. La société actuelle fait tout pour privilégier vos sentiments plutôt que votre raison, pour vous rendre esclave de vos pulsions, notamment marchandes, dépressifs, incapables d'avancer ou de changer les choses. Esclave de ses pulsions, de ses sentiments... Il nous disait quoi déjà tout à l'heure? Un homme sait et sent que la vie c'est la guerre. C'est une pulsion ça, c'est un sentiment. L'homme sent que la vie c'est la guerre, mais c'est pas le produit d'une pensée logique, juste et rationnelle. Et ça rend incapable de changer les choses, vu que ça impose une nature indépassable, un essentialisme de l'homme auquel il faut se soumettre. Donc c'est pas cohérent en fait. Hein. L'appel à la nature et le mépris de la guillotine de Hume, ce n'est pas compatible avec une démarche rationnelle du XXIe siècle. Un homme garantit sa santé mentale et son bonheur en tentant toujours de comprendre le monde qui l'entoure pour mieux le maîtriser. Lorsqu'il analyse le monde par sa pensée, lui vient alors à l'esprit le caractère quasi comique de l'existence. Car ce que l'on comprend, ce que l'on maîtrise, on peut en rire, se détacher de lui et le regarder avec légèreté. Mais d'où ça sort, ça? Je veux même pas savoir ce que ça vient foutre là. À tous les coups, c'est une manière de justifier du mépris arrogant avec une posture pseudo-intello. Genre, voilà, si je me fous de ta gueule, c'est parce que je te domine. Ça collerait bien avec son personnage, hein. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Un homme cherche sans cesse à comprendre l'univers autour de lui et par conséquent à toujours augmenter son savoir. Il se place toujours dans une position de modestie vis-à-vis du savoir, car il a conscience qu'il a à apprendre toute sa vie. Eh ben c'est tellement pas cohérent avec ce qu'il a dit juste avant, hein, parce que quand on maîtrise quelque chose, on s'en détache, il nous disait. Mais justement, comment tu sais que tu maîtrises? Comment tu sais que tu sais? C'est tout le propos de Socrate. Et puis c'est quoi cet appel à la modestie? Le mec, il a passé son temps à nous dire si t'es pas d'accord avec moi, t'es une petite merde. Moi, j'ai compris les lois de la nature et de l'existence, espèce de fragile. Et puis là, restons modestes, je sais que je ne sais rien, comme disait Socrate. Tu peux pas faire les deux, mec. Hein, tu peux pas dire un truc et faire son contraire. C'est toi qui l'as dit. Hein. Son bonheur tout entier tient dans ses nouvelles acquisitions de connaissances et d'aptitudes. En résumé, le bonheur de l'homme, comme sa nature, c'est sa curiosité insatiable. Insatiable? Insatiable. Insatiable. Bon, sinon, là, il y a quand même pas mal de culot. Hein. Le type, il est bloqué avec un imaginaire de grec ancien fantasmé d'un côté, et Nietzsche de l'autre. Et là, il vient te faire des appels à la connaissance nouvelle. Alors qu'il y a rien de nouveau. Là, il nous sort des vieux trucs recyclés. Hein. De la même manière que les requins meurent s'ils arrêtent de nager, l'esprit d'un homme se meurt s'il cesse de vouloir apprendre. Combien sont-ils dans ce cas-là? Bah oui, combien? Non, on s'en rend. La plupart des hommes ramollissent dans leur être et leur esprit en cessant de vouloir évoluer, en se contentant de ce qu'ils savent déjà, en ne remettant jamais en cause leurs idées ou les poncifs que l'on a mis dans la tête depuis qu'ils sont jeunes, notamment par l'école et les médias.
Bah le culot quoi. L'homme qui doit être courageux, guerrier, aventureux, avec une moto, hein, pas sentimental, etc. C'est pas des poncifs, ça, non. Qui veut la paix prépare la guerre, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est pas des poncifs, non. Le mec, il a passé son temps à nous sortir des poncifs et des lieux communs entre deux leçons de morale réactionnaire, et il vient faire genre d'être dans la remise en question. C'est bon, là, c'est du foutage de gueule. C'est le même niveau qu'un conspi, là encore, qui va te dire à l'école, on t'apprend pas l'esprit critique. Et au fait, t'es au courant que la Terre est plate? Et les pyramides, c'est construit par des extraterrestres? Un homme est toujours à l'école. Sortir de l'école, c'est sortir de la vie elle-même. Dans le monde de demain, particulièrement concurrentiel, dans le domaine de l'intelligence... Eh ben, il est mal barré, c'est pas un bon investissement. Non mais à part ça, je comprends pas. Parce qu'il nous dit que la société nous rend cons, hein, que l'école nous apprend des poncifs, la société nous pousse à préférer les pulsions à la raison, et que le monde de demain sera un monde de concurrence de l'intelligence. Comment c'est compatible? Le retour des hommes, sans cesse poussé par ce principe d'apprentissage, est une nécessité absolue. Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Lire, penser, expérimenter, tester et oser sont plus que jamais des impératifs nécessaires. Bon bah là c'est du flan, hein, c'est du blabla. Il prétend un truc et puis en fait il fait l'inverse. Hein, il prétend lire, expérimenter, prendre des trucs nouveaux, alors que voilà, il recycle des vieilles théories à la con du 19e, 18e, il fait des références aux Grecs anciens, bon, ça passe 5 minutes. Ce n'est pas en acceptant les bons offices d'autrui que nous nous faisons des amis, mais en offrant les nôtres. Thucydide. L'amitié entre hommes n'est pas un travail sur les autres, mais avant tout un travail sur soi. Combien d'hommes ne parviennent jamais à se faire de vrais amis, de vrais frères, parce qu'ils estiment que l'amitié est avant tout quelque chose que l'on attend des autres et non pas que l'on peut amener aux autres. Il n'y a aucune raison d'être votre ami ni de prendre du temps pour vous voir si vous n'apportez rien. La fameuse fraternité n'est qu'un ordre qui sert à décorer les mairies. Oui, on a compris que t'es pas compatible avec les valeurs de la République. Les hommes sont fraternels entre eux dans la mesure où chacun peut apporter à l'autre. Si vous n'apportez rien à personne, n'attendez pas que les gens s'intéressent à vous ou se montrent particulièrement amicaux. Le principe fondateur de l'amitié est très simple, elle est proportionnelle à l'utilité. C'est donc avant tout un travail sur soi avant d'être un travail sur les autres. Développez vos compétences, vos savoirs, vos aptitudes et votre caractère et vous trouverez des amis. Ils viendront vers vous et vous saurez où aller les chercher en fonction de vos domaines de compétences. Sans quelque chose à offrir, vous n'êtes qu'un boulet. Eh ben ça donne envie d'être son ami. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi alors la différence entre un ami, selon lui, et un patron, un employé ou un client? Il n'y en a aucune. Là, ce dont il nous parle, c'est un échange commercial de services. C'est pas de l'amitié, hein. L'amitié, c'est quand on a des affinités avec les gens. Quand on partage une vision du monde, quand on a quelque chose en commun. Si t'es proche de quelqu'un par intérêt, pour qu'il t'apporte quelque chose dont tu as besoin, et inversement, dans le but de réaliser un échange de services, c'est pas de l'amitié, c'est du commerce. Alors je sais pas quelles sont les tendances à l'extrême droite sur le sujet de l'amitié, mais ce que je sais, c'est que ce sont les libéraux qui voient les rapports humains comme ça. Le libéralisme est une idéologie de commerçants, qui réduit les rapports sociaux à des échanges commerciaux. L'ouvrier vend sa force de travail au patron en échange de rémunération, c'est un échange commercial, il n'y a pas de rapport de force pour les libéraux. Bah là, Rochdy applique ce principe au-delà de la sphère économique pour l'appliquer dans la sphère privée. Il étend l'idéologie libérale à l'ensemble de la société. Ça veut dire, en toute logique, qu'il y a un marché de l'amitié, hein, comme un marché de l'emploi, sur lequel chacun propose son offre, et il y a une demande qui répond ou non. Et donc si t'as rien à offrir comme service, comme marchandise, alors tu n'as pas de client ou de patron, c'est-à-dire pas d'amis. C'est chaud, hein, comme vision des rapports sociaux. Et là encore, comment tu formes une communauté avec une mentalité pareille? Tu formes pas une communauté comme ça, hein, tu formes une entreprise. Comme disait Napoléon, un homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a. Vous pouvez remplacer bonheur par le mot réussite. Ah oui, le bonheur et la réussite, c'est pareil. Ok Macron. Cela est dur, mais c'est ainsi que cela marche, car la gentillesse désintéressée des gens ne dure jamais éternellement. Il parle encore des enfants, hein. Et oui, les gens, ils sont pas toujours gentils. Je sais, c'est dur, mais c'est la vie qui est cruelle. Non, mais il faut qu'il arrête là, hein. Il veut tellement être dans la position du stoïque, froid et dur face à la réalité de la vie, qui se retrouve à balancer des banalités, des poncifs, hein, justement, et à faire passer ça comme une révélation. Hein. Plus vous offrez, plus on vous offrira en retour. Eh ben c'est bien naïf. Pour le coup, c'est touchant de naïveté. Hein.
Oh, les gros bâtards qui profitent des autres par intérêt, ils n'existent plus là, hein? Tu es jeune et tu souhaites femme et enfant, mais je te le demande. Es-tu l'homme qui a le droit de désirer femme et enfant? Nietzsche. Il s'agit là d'une question que les hommes ne se posent plus vraiment, puisque l'amour est devenu aujourd'hui une sorte de droit de l'homme universel accessible à tous, et qui fait donc croire à tout un chacun qu'il mérite d'aimer et d'être aimé, quelles que soient leurs valeurs et leurs mérites. Dès lors, si beaucoup se retrouvent seuls après s'être fait quitter ou après une longue période de célibat, c'est parce que souvent ils ne se posent pas la bonne question et ressentent dans leur chair une véritable douleur de n'avoir pas quelque chose qu'ils estiment, justement, comme un droit. Donc là, on voit qu'il n'est pas compatible avec les incels, célibataires involontaires, qui justement considèrent que l'amour, ou plutôt le sexe, est un droit et un besoin fondamental des hommes, et que les femmes ont le devoir de s'y soumettre. Mais poursuivons. Cette bonne question est celle de savoir si vous méritez d'avoir une femme. La femme n'est pas un droit de l'homme qui vous est donné et que vous réclamez juste parce que vous êtes né homme. C'est surtout une récompense magnifique d'un long travail sur vous et conséquence de votre propre accomplissement. En gros, la femme ne doit pas être seulement la condition de votre bonheur, au prétexte que sans elle, vous vous sentez seul, malheureux, ou parce que les mœurs de la société vous obligent à être en couple sous peine de passer pour quelqu'un de bizarre. Non, la femme ne doit pas être seulement la condition de votre bonheur, mais avant toute chose, l'aboutissement de celui-ci. Donc, une femme n'est pas un droit, ok, mais une femme est une récompense. Une femme, ça se mérite. Une femme est ainsi un trophée. On est totalement dans l'idéologie la plus misogyne qui soit, où la femme est un objet, ça fait partie de la culture du viol. On ne récompense pas quelqu'un avec une personne, mais avec un objet. Une personne n'est pas une récompense, et c'est vicieux parce que finalement ça revient au même. Que la femme soit un droit de naissance ou un droit acquis par le soi-disant mérite, ça reste un droit, ça change pas le fond de l'affaire. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Il écoute Rochdy, il aura la femme. Vu que d'après Rochdy, en réussissant, tu mérites une femme, enfin la femme, et que, comme par hasard, Julien Rochdy est là pour t'apprendre à réussir. Autant dire que Rochdy t'apportera des meufs. Comme une bagnole ou un déodorant, c'est pas pour rien qu'il dit ça en dernier, ça permet de faire une conclusion pour bien marquer dans le temps de cerveau disponible de son public cible que s'il l'écoute et achète ses cours, ils pourront niquer. Et donc finalement, c'est en partie compatible avec les incels. Et c'est totalement compatible avec toute la rhétorique classique du nice guy, le type qui considère que s'il est gentil avec une femme, alors il mérite de se faire sucer la bite. Dans le cas de Rochdy, c'est plutôt « j'ai réussi dans la vie, donc je mérite d'avoir une femme ». Ce qui implique, par exemple, de justifier notamment les agressions sexuelles par des cadres, des patrons, des bourgeois ou des gros cons, un but d'eux-mêmes, vu que le mérite, de toute façon, c'est subjectif, c'est arbitraire aussi, tout le monde considère avoir du mérite. Bon, et puis on aura remarqué que les homosexuels, ils n'existent pas, vu que avoir la femme, c'est l'aboutissement de sa vie, il y en a qui sont un peu niqués. Et c'est toujours la femme, et l'homme, la femme, deux groupes essentialisés, et ironiquement, ce ne sont plus des individus, là il n'y a plus aucune notion d'individualisme. Si je parviens à faire de moi un homme, je saurai que je réussirai tout le reste. James Garfield. Voilà en une phrase résumée la philosophie de Major. Les hommes ont toujours cherché à devenir des hommes, car cette recherche, souvent difficile, est la clé de tous les succès dans notre vie. Et voilà, la publicité est terminée. Fonder un clan, conquérir, Ah bah c'est sûr que fonder une tribu, ça ferait moins viril. Ces conneries, ça doit bien plaire dans les groupuscules néo-nazis. Ouais, sans déconner. Les types qui passent leur temps à se foutre sur la gueule et qui sont pas capables de s'organiser à plus de 10, parce qu'ils finissent par se détester mutuellement tellement c'est des gros cons asociaux. Avec une meuf pour 50 mecs, évidemment, vu qu'ils méprisent les femmes et tout ce qui a trait à la féminité. De toute façon, ce genre de mecs, ils vont finir tout seuls entourés de 20 chats. Bon allez, pour conclure, c'était bien fasciste. Et je pèse mes mots, le culte de la force, de la guerre, le fait d'exister à travers la guerre, de considérer l'autre comme une menace par principe, avec une morale naturaliste qui naturalise les rapports sociaux et légitime les rapports de force,
l'autodéfense plutôt que l'état de droit, donc l'arbitraire, l'antiprogressisme, l'antisocialisme, le tout évidemment avec des références antiques aux valeurs de l'ancien temps qu'il nous faut retrouver, sans quoi nous courons droit au suicide, des valeurs qu'on aurait perdues à cause de la décadence morale progressiste qui dominerait la société. On est totalement dans de l'idéologie réactionnaire très inspirée par le fascisme, avec le coup désormais classique de la posture rationnelle alors que le mec il enchaîne les biais cognitifs et les erreurs élémentaires de raisonnement. Le pire c'est qu'en plus ça, il les justifie, il fait pas des erreurs de raisonnement en tant qu'erreur, il considère que c'est la bonne façon de penser. C'est fasciste et on voit à quel point c'est compatible aussi avec le libéralisme, considérer que les rapports sociaux sont des échanges commerciaux, vanter la méritocratie et la culpabilisation individuelle. Alors évidemment, un libéral il va pas accrocher à tout, en particulier le culte de la guerre, mais il y a des passerelles, il y a des affinités idéologiques. Et tout ça sous la forme d'un développement personnel. C'est-à-dire que le mec, il te vend littéralement de l'idéologie fasciste en te disant qu'avec ça, tu vas réussir dans la vie. Alors que bon, dans le meilleur des cas, il va surtout envoyer des mecs en tôle pour des faits de violence et d'agression et rendre des mecs instables encore plus instables ou des mecs dépressifs encore plus dépressifs. Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que sa façon de réussir, là, ça consiste à marcher sur la gueule des autres. Tant que t'es celui qui marche sur la gueule des autres, ça va, c'est cool, mais quand il y a les autres qui te marchent sur la gueule, ah bah là, ça rigole moins. Je dis pas que personne ne pourra considérer avoir réussi grâce à ce genre de conseils à la con, mais il y aura de la casse. Pour les autres qui subissent ce genre de mentalité, et pour ceux qui échouent. Parce que ça, il en parle pas, Tout comme il parle de la guerre et de la violence sans parler de la mort et de la souffrance, alors que bon, c'est quand même un peu lié. Il te parle de réussite sans parler du taux d'échec, ou en ne parlant des échecs que quand c'est les autres. Sans dire que si cette mentalité est, d'après lui, étouffée par la société, c'est peut-être parce que c'est de la merde. C'est ironique, une philosophie du succès qui n'arrive pas à réussir. Ironic. Et si on mate l'histoire, les régimes qui avaient ce culte de la virilité de manière aussi intellectualisée, c'était les nazis et les fascistes. Hitler il s'est fait botter le cul par les soviétiques, et Mussolini a été pendu par les pieds en place publique par son propre peuple. Les deux en laissant des pays en ruine, bravo, beau résultat. On peut noter qu'il s'adresse à des gens qui veulent réussir dans la vie, donc des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas réussi, forcément. Donc des gens qui sont frustrés par la société, des gens qui ne vont pas bien. Moi ça me rappelle le film Fight Club, où t'as un mec qui recrute des marginaux autour de l'ultra-violence en réaction à la modernité et aux femmes, et qui forme un groupuscule terroriste réactionnaire d'extrême droite. Ils sont réactionnaires dans Fight Club, c'est pas des anarchistes, c'est des fachos. Ce film est une illustration d'une dérive réactionnaire, c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est exactement le même mécanisme qu'on retrouve ici. Mais bref, un dernier truc qui me tue, c'est qu'il serait musulman, tu vois, il s'appellerait Mohamed Ben Rojdioud, il serait sous surveillance policière et grillé sur YouTube. Bah oui, imaginez un mec dire qu'il faut aimer la guerre, qu'il faut se préparer à la guerre. Avec des images de guerriers arabes du 7e siècle, il serait catalogué comme djihadiste et à juste titre. Mais là, évidemment, personne va faire le lien entre ce mec-là et le terrorisme d'extrême droite. Avec les types qui stockent les fusils d'assaut pour tirer sur les mosquées parce qu'ils se préparent à la guerre. Pourtant, ce mec-là, Julien Rochdy, c'est une passerelle. Il a une fonction, au même titre que le Raptor dissident attire les jeunes gamers névrosés vers l'extrême droite, ce mec-là, Julien Rochdy, forme des jeunes adultes pour en faire des miliciens. C'est le niveau suivant de la radicalisation idéologique d'extrême droite qui, sous couvert de références, de citations et de postures rationnelles, impose une morale réactionnaire de soumission. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.